Bonjour et bienvenue dans votre émission Éco-Débat. Cette semaine, nous parlons des projets d'intégration régionale en Afrique. Quels sont ces projets d'infrastructure qui relient plusieurs pays avec pour objectif de faciliter le développement tout en améliorant les conditions de vie des populations? C'est certainement le cas du gazoduc Nigeria-Maroc qui vient d'avoir le feu vert de la CEDEAO. Au cours de cette émission, nous allons essayer d'en savoir plus sur ces projets et l'évolution de leur réalisation. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir deux journalistes qui connaissent le continent. Il s'agit du doyen Adam Awad, directeur de publication du Financial Afrique, qui nous rejoindra tout à l'heure depuis Dakar. Et depuis Lomé, nous sommes avec Fiacre Kapko, rédacteur en chef Finance à l'agence panafricaine EcoFin et responsable de Togo First, donc une plateforme d'information. Bonjour à vous, Fiacre Kapko, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Ouma, tout le plaisir est pour moi. Alors j'espère qu'on va avoir Adam Awad donc qui doit nous rejoindre depuis Dakar. Je le disais, donc cette semaine, en tout cas la fin de semaine dernière, les pays membres de la CEDEAO se sont réunis à Freetown et lors de ce sommet, il a été acté donc de donner un feu vert au gazoduc africain atlantique entre le Maroc et le Nigeria et qui doit traverser l'ensemble des pays de la CEDEAO ou en tout cas une bonne partie des pays côtiers de la CEDEAO. Alors, Fiacre, qu'est-ce que cela vous inspire par rapport à ce gazoduc? Alors, c'est une très belle initiative et pour analyser l'impact que ce gazoduc pourrait avoir sur les pays de la CEDEAO et aussi sur le Maroc, je vais plutôt séparer, je vais les séparer en deux en Mhm. termes d'impact parce que les bénéfices ne sont ni de la même nature, ni ne suivent le même calendrier. Alors, le premier niveau d'analyse, c'est que pour les pays de la CEDEAO, il faut regarder deux ou trois strates. Le premier, c'est le plus immédiat, c'est l'électricité. Aujourd'hui, une grande partie de nos pays produisent leur courant avec du fioul lourd, ou du gasoil importé, ce qui revient excessivement cher parce qu'il l'achètent sur le marché mondial. Donc, passer au gaz, c'est produire le même kilowattheure nettement moins cher. Et pour un ménage qui est à Lomé, qui est à Cotonou ou qui est à Monrovia, l'intégration africaine va au-delà des traités que nous voyons signés très souvent. C'est une facture d'électricité qui baisse, c'est un délaissage en moins. Alors, donc, ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est l'industrie elle-même, c'est là où l'impact sera encore plus important parce que le gaz n'est pas seulement une énergie, vous le savez. C'est une matière première, c'est l'intrant de l'ammoniac qui permet de produire des engrais, ce qui permet de faire du ciment, de produire, de faire de la transformation agroalimentaire à un coût compétitif. Alors, sur les 30 milliards de mètres cubes de gaz prévus dans le cadre de ce projet, d'après les estimations, on a la moitié qui sera destinée aux marchés locaux. Donc, c'est là que se joue la promesse de la transformation réelle. Le troisième niveau concerne les pays producteurs comme le Nigeria, le Sénégal et la Mauritanie récemment qui sont devenus producteurs récemment, et le Ghana et la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ayant découvert des gisements, des réserves, cacao et baleines. Pour eux, l'apport n'est pas seulement le gaz, mais aussi le débouché. Un producteur ne développe pas un champ s'il n'y a pas d'acheteur derrière. Donc, ils ont, à travers cette infrastructure, la possibilité de vendre leur gaz, d'avoir déjà un débouché prêt. Ça a une résonance d'un projet viable, d'un projet solvable. Mhm. euh, et surtout, il ne faut pas oublier, c'est là où c'est intéressant pour un pays comme le Maroc, c'est l'impact sur le Maroc, qui est un impact d'abord en termes de sécurité,
sécurité d'approvisionnement, comme je l'ai déjà souligné au début. Et parce que le Maroc importe, si mes chiffres sont bons, le Maroc importe aujourd'hui la quasi-totalité de son énergie fossile et il dépend aujourd'hui d'une seule route qui passe par l'Espagne et le détroit de Gibraltar. C'est un tuyau qui est déjà proche de saturation, 90% l'année dernière. Le gazoduc, ce projet lui ouvre une seconde porte par le sud, par Mhm, le sud, et c'est en même temps ce qui rend également le projet solvable et viable, c'est mhm, que le gaz des pays du sud, de la Mauritanie, le Sénégal, euh, et le Nigeria et les pays qui sont juste des pays de la CEDEAO trouvent euh, une route, une route pour être acheminée vers les pays européens qui en demandent. mhm. Ensuite, Oui, alors, pour- je pense qu'il y a pas mal de choses à dire, hein. Je vous redonnerai la parole tout à l'heure. Et en attendant que notre confrère aussi, Adam Awad, nous joigne depuis Dakar, je vous propose de suivre ce sujet justement préparé par la rédaction sur ce gazoduc et surtout sur cette cérémonie de signature qui a eu lieu à Freetown. C'était lors du sommet donc, de la CEDEAO. Long d'environ 6800 km, le gazoduc traversera 13 pays africains sur la façade atlantique pour acheminer des milliards de mètres cubes de gaz nigérian jusqu'au royaume. De là, il sera connecté au gazoduc Maghreb-Europe. Le coût total du projet est estimé à 25 milliards de dollars. Le gazoduc africain atlantique Maroc et Nigeria est un projet structurant d'une importance cruciale qui contribuera à l'intégration de la région ouest africaine. Ce gazoduc a pour ambition de relier les ressources gazières de l'Afrique et de l'Ouest aux principaux centres de consommation régionaux, tout en renforçant l'intégration des marchés énergétiques africains et en créant un nouveau corridor de développement reliant l'Afrique de l'Ouest, les États du Sahel, le Royaume du Maroc et l'Europe. Les impacts devraient être nombreux. Le gazoduc contribuera durablement à renforcer la sécurité énergétique, à accélérer l'industrialisation et à soutenir la valorisation des ressources naturelles africaines. L'idée du projet avait été lancée en 2016 par Sa Majesté le roi Mohamed VI lors d'une visite à Abuja visant à renforcer les partenariats avec les pays africains. Les prochaines étapes de lancement porteront sur la création de la société de projet qui sera basée à Casablanca, ainsi que de l'autorité de gouvernance du gazoduc dont le siège est prévu à Abuja, avant la mobilisation des investisseurs et la préparation de la décision finale d'investissement. Malgré l'ampleur du chantier, le projet devrait se concrétiser prochainement. Les travaux débuteront en 2028 pour de premières livraisons de gaz en 2031. Merci donc à Nasruddin Onaïn de la rédaction. Alors, Fiacre, vous parliez justement de ces retombées et du rôle économique que devrait jouer ce gazoduc, hein, en attendant que notre confrère Adam Awad nous rejoigne, parce qu'apparemment on a quelques soucis de connexion avec lui. Je vous laisse continuer, Fiacre. Alors, j'en étais à la sécurité d'approvisionnement qui est nécessaire pour le Maroc aujourd'hui. Et ensuite, on peut également évoquer le changement de statut pour le Maroc. Parce que le Maroc passe là, avec ce gazoduc, d'importateur dépendant à pays de transit. Et ce n'est pas d'abord, ce changement de statut, on pourrait le lire sous le prisme d'une augmentation de recettes, mais ce n'est pas que ça. C'est également une question de position. C'est parce qu'on ne traite pas de la même manière un client et un point de passage. Puis, un effet industriel très concret que je trouve qu'on sous-estime un peu dans les analyses, c'est que le Maroc est le premier exportateur mondial de phosphate. Et pour produire les engrais, il doit importer de l'ammoniac qui se fabrique à partir du gaz. Et d'ailleurs, on l'a vu, la crise au Moyen-Orient, les retombées de cette crise, parce que
région de la planète abrite les plus grands gisements de gaz. Donc, un accès direct du Maroc au gaz ouest africain lui permettrait de produire cet ammoniac chez lui au lieu de l'acheter. C'est quelque chose qui change la structure de coût de sa filière. Il y a enfin, si je peux dire, je peux m'exprimer ainsi, l'aspect ou la dimension électrique de la chose qu'on ne voit pas forcément. Le Maroc a massivement investi ces dernières années dans le soleil, l'éolien, des énergies qui sont de nature intermittente. Euh, Elles ont besoin d'un complément flexible comme le gaz qui joue exactement ce rôle. Donc, voilà, si je devais brosser rapidement les impacts, ce serait ceux-là. En tout cas, c'est des impacts intéressants. Et à présent, justement, à propos de ça, je vous propose d'écouter Amina Ben Khadra. Elle était l'invitée de Midi 1, la directrice générale de l'ONIM, revenait justement de ce sommet de la CEDEAO et elle nous explique notamment les prochaines étapes qui doivent suivre après donc la signature de cet accord à Freetown. Après cette signature, qui est une étape dans le processus institutionnel, viendra l'étape de conclusion de cette phase institutionnelle par la signature solennelle au Maroc des deux pays qui ne sont pas membres de la CEDEAO, qui sont la Mauritanie et le Maroc, qui ont déjà approuvé cet accord intergouvernemental. Et donc, lors de cette cérémonie officielle qui aura lieu à la rentrée, nous annoncerons la création de la société de projet et qui sera installée à Casablanca, et de la haute autorité du gazoduc qui sera, elle, installée à Abuja, dans le cadre du respect des deux sponsors. La société de projet aura pour mission de poursuivre les études détaillées qui vont rester de finalisation des accords commerciaux avec les producteurs, des accords d'achat de la molécule par les consommateurs qui ont été identifiés, d'assurer également toutes les études techniques d'accès au sol pour la partie des installations qui seront en onshore dans les différents pays, jusqu'à mener également le montage financier du projet avec l'appui de conseillers financiers pour aboutir à la décision finale d'investissement. Donc il y a tout ce travail qui va être mené dès la création de la société de projet. La haute autorité du gazoduc, elle aura une mission de gouvernance globale, intergouvernementale. Elle sera composée des ministres des différents pays et ils assureront un peu la cohérence de la vision et de la gouvernance du projet. Alors, on vient d'écouter donc la directrice générale de l'ONIM, Amina Ben Khadra. Alors, Adama Wade vient de nous rejoindre depuis Dakar. Hein. On l'attendait avec impatience depuis le début de cette émission. Entre-temps, Fiacre Capo a brillamment répondu à nos questions. Et parmi les questions justement qu'on lui a posées, c'était ce gazoduc, après l'aval donc de la CEDEAO, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut pour accélérer sa concrétisation, Adama Wade? D'abord, merci de m'inviter à ce débat important sur le gazoduc atlantique qui relie non seulement le Maroc et le Nigeria, mais pratiquement l'ensemble des pays petits de la CEDEAO. Vous savez qu'avant, il y avait le West African Pool Energy, WAPS. Donc, ce projet est initialement signé entre le Maroc et le Nigeria est venu s'ajouter au projet de la CEDEAO et déjà mieux puisqu'il y a quand même une connexion déjà existante entre le Nigeria, le Ghana, la Sierra Leone. Donc, le gazoduc est un amplificateur et à cela s'ajoutent de nouvelles perspectives avec la découverte et la mise en exploitation déjà opérationnelle du gaz sénégalo-mauritanien. Donc, c'est un projet intégrateur de grande portée et qui épouse bien les objectifs de la zone de libre-échange continentale, les objectifs de la CEDEAO et qui, de facto, renforce encore les liens entre le Maroc et la CEDEAO. En tout cas, c'est important dans ce sens. Alors, l'occasion en tout cas de faire une transition pour retrouver Fiacre Capco pour voir globalement ces projets d'intégration
régionale en Afrique, parce que ce gazoduc aujourd'hui fait l'actualité, mais d'autres projets d'intégration régionale essaient de pousser à travers le continent. Alors, Fiacre, aujourd'hui, si on parlait de façon générale de ces projets d'intégration régionale, est-ce qu'il en existe suffisamment et quel regard portez-vous par rapport à ces projets? Alors, sur ces projets, je propose une grille qui est simple en 3 vitesses. Mhm, La première chose, c'est ce qui fonctionne déjà. mhm, Le système panafricain de paiement, le PAPS, développé par l'UIA en collaboration avec Afreximbank et la ZLECAf, qui permet à 2 entreprises de converser en monnaie locale sans passer par le dollar. Il y a le marché ouest-africain de l'électricité qui fait circuler déjà des mégawatts. Ce n'est pas encore ce qu'on attend, mais il y a déjà quand même quelque chose qui est mis en branle. Et les exemptions de visa qui se multiplient ces derniers mois, on l'a vu au Ghana, au Kenya, au Togo, au Tchad, au Congo. Quand on regarde ces initiatives, on voit un point en commun, c'est que ce sont des dispositifs qui sont purement techniques, qui ne demandent pas de la souveraineté partagée. Voilà. Et une banque centrale qui se branche sur un autre réseau, euh, un pays qui supprime un visa, ça ne demande pas une souveraineté partagée. C'est ça ça montre aussi la tendance ou la dynamique, le là de l'intégration africaine aujourd'hui. Euh, la BCEAO vient d'annoncer qu'elle viendrait se brancher sous forme de test d'abord au PAPS. La banque, euh, la banque centrale la BEAC a annoncé la même chose il y a 1 ou 2 semaines. Donc, on voit que ces initiatives progressent. Mais la deuxième vitesse, c'est ce qui est signé, mais pas encore exécuté. Et c'est la zone de libre-échange continentale, par exemple, le gazoduc atlantique qui est signé maintenant, le marché unique du transport aérien qui est signé, qui est en vigueur depuis quelques, dont l'accord a été signé depuis quelques années déjà, le protocole de libre circulation des personnes, euh, toutes ces initiatives ont été déjà actées par les États au niveau continental. Maintenant, il reste la transposition nationale qui pose les administrations qui doivent suivre, les douanes qui doivent changer leurs pratiques. Et c'est exactement là où les choses bloquent. Voilà. Et il y a une troisième vitesse, c'est ce qui recule. La CEDEAO n'est plus à 15. Donc, l'écho a été tellement reporté. On vient d'annoncer 2027. Personnellement, je doute fort qu'on puisse mettre en place l'écho en 2027. Donc, le protocole de libre circulation reste très peu ratifié. Je parle de la ZLECAf également. mhm, Et dans la réalité aux frontières, on voit des difficultés liées à la circulation des marchandises et même des personnes. Donc, mhm, ma conclusion sera qu'en Afrique, l'intégration avance généralement par les gazoducs, les tuyaux, le câblage, les câbles, mais sur le plan politique, on voit quand même qu'il y a un recul. Et bon, on espère que dans les prochaines années, il y aura un nouveau souffle qui mhm, sera insufflé. mhm, mhm. Alors, Adam Awad, justement par rapport à ces projets, Fiacre vient d'en citer en tout cas 3 catégories, mais parlons des projets d'infrastructure physique. On pense notamment au pont entre le Sénégal et la Mauritanie, au pont entre le Sénégal, par exemple, et la Gambie, et dans d'autres parties du continent, le fameux corridor de Lobito, hein, pas mal de grands projets. Aujourd'hui, pensez-vous que ces projets prennent vie assez rapidement, se concrétisent-ils assez rapidement? Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a de réelles avancées sur ces projets
Si on prend par exemple le corridor de Lobito, là, c'est devenu un projet intégrateur international avec des intérêts américains et autres, hein, parce qu'il s'agit de projets qui non seulement transportent des personnes, c'est des infrastructures donc autoroutières et ferroviaires, mais aussi qui permettent de participer à la chaîne de valeur des matières premières. Je pense que là, c'est le modèle gagnant, en pensant par exemple à ce que le Maroc a fait avec le plus chérifien des phosphates, parce que je pense que le ferroviaire marocain s'est développé justement grâce à une mutualisation entre, d'une part, les phosphates et d'autre part, le transport de passagers. Donc là, pour en revenir à l'Afrique, il y a des projets qui sont mis en avant, mais il y a d'autres projets qui sont très importants, mais dont on ne parle pas souvent. C'est par exemple l'interconnexion électrique et énergétique entre les pays africains. Je vais prendre l'exemple de l'organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal, qui regroupe donc 4 pays. Voilà. Et dans ces pays-là, on a utilisé le fleuve, par exemple, le fleuve Sénégal, comme non seulement pourvoyeur d'eau, mais aussi pourvoyeur d'électricité, puisque aujourd'hui, ces pays alimentent le réseau électrique grâce justement au barrage, grâce à l'hydroélectricité. Donc là, il s'agit d'un très bon exemple d'intégration. Il y a aussi le projet Sambangarou. De l'autre côté, c'est le fleuve Sénégambie. Voilà, donc c'est des projets très importants. Il y a aussi l'interconnexion électrique au niveau de la CEDEAO. C'est des projets très importants puisque ça permet de connecter les excédents et les déficits en énergie. Et là, avec ce qu'on est en train de faire autour de ce gazoduc, de ce fameux gazoduc Maroc-Nigeria, ça va encore renforcer l'intégration énergétique. Et je pense que toute grande intégration doit commencer par ces infrastructures de base, l'électricité, donc la route, la fibre optique. Et là aussi, il y a vraiment, l'Afrique est parsemée de plusieurs réseaux de fibre optique donc, qui sont financés de façon mutualisée entre différents pays africains. Donc, en un mot, l'intégration avance et avance très vite. Maintenant, il reste à faciliter la circulation et l'établissement des Africains donc en Afrique. Et là, je pense que c'est là le vrai défi. Mhm. Alors, je reste avec vous, Adam Awad. Il y a aussi l'impact sur la vie réelle ou l'impact réel sur la vie des populations. Comment aujourd'hui arrive-t-on à mesurer ou que peut-on mesurer plutôt de l'impact réel de ces grands projets d'intégration régionale sur la vie réelle des populations? Oui, il faudrait d'une manière générale éviter à ce qu'on fasse de l'intégration juste en marché pour les multinationales. Si on fait de l'intégration pour les populations africaines, donc il faudrait, dans un premier temps, leur permettre de circuler librement d'un pays à l'autre. Alors là, si vous voyez le chantier de la zone de libre-échange continentale africaine, c'est là, sur la libre circulation, qu'il y a le plus de réticence. La libre circulation et les droits d'établissement. Donc, en un mot, on veut développer les marchés, mais on ne veut pas que les Africains circulent et s'établissent librement en Afrique. Donc, on risque encore de construire un nouveau schéma où on veut bien des matières premières africaines, on veut bien du marché africain, mais on ne veut pas d'Africains. Donc, là, les actes de xénophobie qu'on a vu dernièrement avec une violence extrême en Afrique du Sud sont révélateurs aussi du fait que les Africains ne se connaissent pas. Pas qu'ils ne s'aiment pas, mais ils ne se connaissent pas. Et quand on ne se connaît pas, il y a une méfiance réciproque. Donc, nos chefs d'État, nos chefs de gouvernement devraient prendre cette question très au sérieux. On ne peut pas s'intégrer si il y a un mur de méfiance et de préjugés. Vous voyez, l'Union européenne s'est construite autour de la confiance mutuelle, autour donc, de la générosité entre les peuples, puisque là-bas, c'est le général de Gaulle et Adenauer qui se sont réunis en tant que pays locomotive, donc pays développés, pour tirer les pays moins développés, comme l'Espagne, le Portugal et autres, autour donc d'un marché commun pour l'intérêt des peuples européens. Donc nous, en Afrique, il faudrait qu'on essaye
à travers nos locomotives, les premières grandes économies africaines, à tirer les autres donc, vers la prospérité et le développement. Pour le moment, je dirais que l'impact, il est limité si on le désire au niveau continental, mais au niveau de la CEDEAO, il y a un impact réel, puisque c'est le seul endroit, je pense, en Afrique, la seule communauté économique et régionale où on a un passeport commun, une carte d'identité commune, une libre circulation intégrale, un droit d'établissement et en plus des règles de convergence très fortes, comme par exemple le tarif extérieur commun, la taxe sur les cieux, et j'en passe, et bien d'autres. En tout cas, c'est important. Alors, Fiacre Capco, la même question par rapport à l'impact réel de ces grands projets d'infrastructure, surtout sur la vie des populations. Quel regard ou quel constat faites-vous? Pour moi, l'intégration pour un citoyen, c'est d'abord une facture qui baisse. Et comme l'a souligné Tamawad, il faut que les gens arrivent, les populations arrivent à circuler d'un pays à un autre. Il faut que ces populations arrivent à aller travailler dans les pays voisins sans avoir de difficultés à pouvoir le faire. Voilà, donc c'est surtout ça. Le prix de l'électricité, parce qu'un produit qui produit du gaz, par exemple, je prends le cas du gaz, qui produit avec du gaz et plutôt qu'avec du fioul, réduit en fait les factures d'électricité. Et le prix des marchandises également, parce qu'on produit de l'engrais sur place maintenant, parce que les camions peuvent circuler librement sans surcoût inutile. Ces éléments ont tendance à faciliter la vie aux citoyens. Et j'ajouterais aussi le coût des transferts de fonds. Si on arrive à briser les barrières, on résout le défi du coût des prix du transfert d'argent dans la sous-région, qui est quand même un problème central parce qu'il n'est pas admissible que transférer de l'argent d'un pays à un autre, de surcroît des pays voisins, coûte 8, 9, 7, 8, 9%. Ce n'est plus juste pas tenable. En tout cas, c'est important. Alors, un autre point, Adam Awad, de cette fois-ci, avec le financement, parce qu'on a parlé tout à l'heure du cas du gazoduc Maroc-Nigeria, estimé à 25 milliards de dollars. Alors, parlons justement des mécanismes de financement et des facilités de financement par rapport à ces projets d'intégration régionale. Oui, il s'agit de projets concrets, de projets d'énergie. En général, il n'y a pas de problème de financement sur le secteur de l'énergie, contrairement aux autres infrastructures, puisque là, l'énergie, il n'y a pas de risque de mévente. Donc, plusieurs mécanismes sont mis en avant, aussi bien de la part de l'Office marocain des hydrocarbures, l'ONIM, mais aussi de la part des autres pays. Et ce qui est intéressant dans ce projet, c'est qu'il est à prendre par segment. Donc, il y a déjà en existant, c'est le pool ouest africain qui est là, qui est mûr, qui fait des livraisons. Et ensuite, il y a tout au long du corridor donc, des marchés, des possibilités de connexion avec des centrales à gaz ou des centrales domestiques. Donc, ce qui fait que, à mon avis, il n'y a pas de problème de financement lié à ce projet. Ce qu'il y a, c'est peut-être le financement initial, donc la réalisation de projets complémentaires, etc. Mais globalement, il n'y a pas de problème de financement sur ce gazoduc euro-africain, puisque au-delà du Maroc, il s'agit aussi d'alimenter le continent européen. En tout cas, ce problème de financement, en tout cas spécifiquement pour ce gazoduc, peut-être qu'il ne serait pas aussi important qu'on le pense. Alors, Fiacre, de façon générale, par rapport à ces problèmes de financement, qui finance globalement? Est-ce que ce sont les banques africaines comme, je pense à la BAD, ou plutôt des acteurs étrangers? Alors, je voudrais déjà vous inviter à regarder deux projets côte à côte.
le projet, le corridor de Lobito qui a été évoqué tout à l'heure en République, en Angola et en RDC. Ce projet vient de boucler son financement hein, en juillet, je crois, début de cette année, de ce mois, pardon. Et on est sur plus de 700 millions en fait, il y a eu un accord de 750 millions, je crois, récemment. Donc, l'essentiel du financement vient de qui? De l'Agence américaine de financement du développement. J'ai l'habitude d'appeler cette agence-là l'agence de Trump, parce que Trump est venu remodeler le business de la structure de cette agence, et c'est cette institution qui prend le relais du financement en Afrique. Donc, on va sur du pur commercial. Voilà. Donc, ça, c'est un point. Le deuxième projet, c'est le corridor Abidjan-Lagos, plus de 1000 kilomètres, qui traverse 5 pays. Ce projet cherche 6 milliards de financement depuis 10 ans. Je crois que ce projet, moi, je l'ai entendu quand j'étais encore sur les bancs, j'étais encore primaire. Et jusqu'à aujourd'hui, le financement n'est pas encore bouclé, alors que le corridor de l'Obiteo est bouclé. Or, si on se pose bien la question, lequel des deux c'est le plus l'intégration africaine? C'est plutôt le corridor Abidjan-Lagos. Pour moi, sans hésitation, c'est donc, parce que c'est un axe qui concentre près de 75% de l'activité économique de la région, de ces 5 économies. Et tandis que l'Obito, lui, se charge d'évacuer le cuivre et le cobalt vers l'Atlantique. Donc, on a c'est une leçon un peu rude, mais il faut le dire, c'est qu'un corridor qui sort des minéraux trouve son argent, qui sort de l'énergie et tout ça, trouve son argent en quelques mois ou en quelques années, alors que le corridor qui facilite, qui fait circuler les Africains entre eux, attend toujours d'être financé. Maintenant, quand je finis de dire ça, je dis, le défi, par exemple, sur les transports, c'est aussi que les économies africaines produisent les mêmes choses. Cacao au Ghana, cacao en Côte d'Ivoire, coton au Bénin, coton au Burkina, coton au Mali. Donc, ce n'est pas des économies qui se complètent non plus. Donc, le financement, mettre en place ces corridors, parfois on se pose des questions sur l'utilité réelle de ces corridors dans la façon dont on veut les implémenter. Maintenant, pour revenir vraiment à votre question, c'est de dire qui finance réellement. Aujourd'hui, ce sont des institutions étrangères qui financent la majorité de ces projets parce qu'elles ont des intérêts à le faire, parce que ce sont elles qui disposent des ressources à bas coût pour le faire, et parce que ce sont elles qui disposent de la profondeur nécessaire pour le faire. Mais il ne faut pas marginaliser les institutions africaines, parce qu'on voit Afreximbank a mis des milliards sur la raffinerie de Dangote. L'AFC injecte des milliards sur des projets d'infrastructures à caractère régional. La BAD finance des infrastructures, la BIDC, la BOAD. Donc, les banques de développement ont compris, sont en train de comprendre leur rôle et injectent les financements nécessaires. Mais ces banques manquent encore de la profondeur nécessaire, des ressources nécessaires pour pouvoir accompagner de ces gros projets-là. Et je pense que c'est là où elles doivent jouer également ensemble, elles doivent travailler ensemble en cofinançant ces projets pour dérisquer un peu ces projets qui on nécessite, qu'on le veuille ou pas, des études pointues avant d'être mises en œuvre. Merci. Alors, Adamawa, tout à l'heure, on parlait de l'impact sur les populations, mais justement, est-ce que vous pensez qu'il y a une adhésion aussi bien des États que des populations par rapport à ces projets-là? Les sentez-vous intéressés réellement?
Oui, tout à fait, parce que ces grands projets répondent à des besoins qui sont bien situés. Le corridor Abidjan-Lagos répond à un besoin de mobilité et aussi à un besoin de performance logistique de la part que ce soit des corridors portières, que ce soit donc des transports de marchandises, etc., et des transports de personnes. Donc le besoin est bien réel et les populations donc adhèrent. Maintenant, c'est vrai, il y a des défis de financement sur certains projets, mais moi, je dirais plutôt qu'il y a des défis d'ingénierie financière. Parce qu'un projet qui rencontre un marché, donc une forte demande, comme les transports donc, routiers ou tout ce qui est ferroviaire, donc ce projet n'a pas de problème de financement. Parce que le financement, c'est le marché. Mais par contre, la structuration financière, l'ingénierie, trouver des chefs de file, trouver un environnement des affaires favorable, c'est ça le problème. Parce que là, par exemple, c'est ce gazoduc, mais aussi comme sur des projets nationaux à fort impact, comme par exemple le TER, le train express régional au Sénégal, il s'agit avant tout d'avoir un environnement des affaires adéquat pour garantir la sécurité des investissements et pour permettre aux grandes banques internationales, mais aussi aux banques régionales africaines et aux fonds d'investissement, aux fonds de pension occidentaux ou autres, de venir donc, participer au financement. À nos mots, les populations adhèrent et adhèrent fortement et même sont impatientes puisqu'elles n'en peuvent pas faire autrement avec la démographie galopante en Afrique. On a, dans un pays comme le Sénégal, pratiquement l'âge médian est entre 19 et 20 ans. Vous voyez la pression sur les ressources budgétaires de l'État, la pression donc sur les fonds propres des grandes institutions. C'est pourquoi la seule alternative, ce sont les PPP, mais bien négociées et reposant sur des règles claires. Je crois donc que là, il y a, pour le gazoduc, par exemple, le financement est quasiment bouclé. Ce qui reste maintenant, c'est à structurer, à faire en sorte qu'il y ait des équilibres entre pays, et qu'il y ait aussi la participation des institutions financières internationales et africaines de manière équilibrée. Alors, Fiacre, une autre question s'impose, c'est de voir aussi par rapport aux difficultés aujourd'hui ou bien au coût de mobiliser des financements, la cherté de mobiliser des financements sur les marchés internationaux. Quel nouveau type, allez, disons-le comme ça, de bailleurs voyez-vous pour ces grands projets, sachant que bon, le continent aujourd'hui a besoin de plus de 120 milliards de dollars par an pour financer son gap infrastructurel? La première chose, c'est l'épargne domestique. Je crois que ce débat, il est fait régulièrement sans que personne ne prenne vraiment les initiatives de passer à l'action. C'est la mobilisation du financement domestique. La mobilisation du financement domestique en ce sens que les fonds de pension africains, je veux parler notamment des caisses de retraite, ont du financement qu'il faut redéployer, qu'il faut trouver le moyen de redéployer au-delà de les utiliser pour financer les bons du Trésor. Il faut trouver le moyen de financer des projets structurants avec ces fonds qui ne participent pas, qui financent actuellement la dette souveraine en monnaie locale. Donc ça, c'est déjà un premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut renforcer les banques locales. Les banques manquent de fonds propres, ce qui les limite dans le financement de gros projets. Et donc, il faut trouver les moyens de les renforcer ou même de les consolider parce que dans un pays, dans un espace comme Bioma, on a 130 banques. 130 banques, on peut, je crois que si on trouve le moyen d'aller vers la consolidation, ces banques auront beaucoup plus de ressources pour financer de vrais projets et de financer des vrais projets. Et tout à l'heure, j'ai parlé également de la syndication.
C'est-à-dire c'est du cofinancement. Les banques ou les institutions de financement doivent pouvoir se mettre ensemble pour structurer les projets. Et un élément que je vais peut-être ajouter, c'est comment ces banques doivent optimiser aujourd'hui leur bilan pour se positionner sur ces financements. C'est à travers ce qui se fait actuellement, ce qu'on voit de plus en plus, c'est la titrisation, titriser les créances qui sont là pour les redéployer très rapidement. Donc, on crée une rotation qui est beaucoup plus rapide pour déployer des financements des financements importants. Voilà, donc c'est comme ça que moi je vois. Il y a forcément d'autres solutions qui existent, mais ce sont des solutions que je... Voilà. Oui, c'est bien clair. Alors, on donne la parole pour terminer avec le doyen Adam Awad. Par rapport aux perspectives de ce type de projet dans le continent, est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez que la coopération au niveau panafricain évolue dans le bon sens pour favoriser davantage ce type de projet-là? Oui, merci Omar. Je dirais deux choses d'abord. 400 milliards de dollars, c'est les besoins globaux de l'Afrique par an. Et l'épargne africaine est estimée par la Banque africaine de développement à 4 000 milliards de dollars. Donc, c'est des fonds, des ressources dormantes, parce qu'il n'y a pas une chaîne de valeur, justement, pour permettre à l'épargne africaine de se fructifier. Il n'y a pas une chaîne pour permettre, par exemple, aux fonds de pension africains de se fructifier sur le marché financier africain. Donc, l'avenir, la perspective, c'est justement cette nouvelle architecture financière africaine pour le développement, la NAFAD, que la Banque africaine de développement a lancée. Donc, il s'agit d'interconnecter donc les marchés financiers, les marchés boursiers, d'interconnecter les réglementations et à travers, bien sûr, une régulation qui permette de concrétiser donc un marché financier intégré africain. Si on a ce grand marché financier, je pense que les problèmes de financement sont résolus. Et c'est la fragmentation, le fait qu'on a 40 monnaies, 40 réglementations de change, donc 40 juridictions différentes, qui font qu'il est très difficile de mobiliser des ressources en Afrique à coût abordable. En tout cas, on espère qu'il y aura une harmonisation dans ce sens. Merci à vous deux, doyen Adam Awad, donc directeur de publication du Financial Afrique, qui nous a rejoint au cours de cette émission depuis Dakar. Et merci également à Fiacre Kakpo qui était avec nous depuis Cotonou. Je rappelle qu'il est rédacteur en chef de finance à l'agence panafricaine Ecofin et aussi responsable de la plateforme Togo First. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Merci également à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Média et au plaisir de vous retrouver très bientôt sur Média TV.